Une femme noire est tombée à genoux et a donné au monde ce qu'il avait de plus précieux, ses deux filles. Le matin sentait l'argile sèche et la fumée de bois, et le soleil impitoyable brûlait les têtes courbées, tandis que la foule envahissait le marché central d'Areias Negra. Parmi les étals de farine, de viande séchée et de tissus tachés, Martha marchait, pieds nus et crevassés, sa robe effilochée collant à son corps maigre, les mains tremblantes serrant celles de ses deux filles. Lia, 7 ans, baissait les yeux. Ruth, 9 ans, s'efforçait de garder la tête haute, même si ses petites épaules pesaient déjà plus lourd qu'elles ne le devraient. Les 3 corps bougeaient comme des ombres, évoluant au gré des cris des vendeurs et des claquements de fouet des charretiers. Il n'y avait pas une pièce dans sa poche, pas de farine dans le sac de paille accroché au bras de Martha. Seule la faim régnait, une faim ancestrale, non seulement de pain, mais de dignité. Pendant 3 jours, ils survécurent de miettes et de prières. Ce jour-là, même le reste ne vint pas. Alors, lorsqu'elle s'arrêta devant l'étal le plus fréquenté du marché et s'agenouilla, ce n'était pas par stratégie, mais par épuisement. Elle ne suppliait plus en mère, mais en quelqu'un qui avait déjà tout perdu et qui offrait maintenant ce qu'elle n'aurait jamais cru possible de perdre. Les mots sortirent d'une voix rauque, basse, presque inaudible, engloutis par le brouhaha environnant et noyés par les rires des premiers passants lorsque ceux-ci comprirent ce que faisait la femme. Certains se détournèrent avec dédain, comme si sa présence souillait les légumes qu'ils vendaient. D'autres rirent avec le cynisme de ceux qui se croient autorisés à rire. Un marchand corpulent, en costume froissé et chapeau trop petit pour sa tête rousse, lui lança un regard dégoûté, non surpris. Tous avaient déjà vu Martha. Ils savaient d'où elle venait, ce qu'elle portait dans son sang. Mais voir une femme noire agenouillée au milieu du marché, offrant ses propres filles en échange de nourriture, faisait trembler même les cœurs les plus secs, même s'ils le cachaient sous le sarcasme et le silence. Elle ne mendiait pas pour elle-même. Elle désigna du regard les 2 filles immobiles à côté d'elle, comme pour dire « Elles ont encore une chance. Quelqu'un, s'il vous plaît. » Au milieu du tumulte étouffant, une silhouette immobile se tenait, loin du centre de la foire, à l'ombre d'un vieux chariot aux lourdes roues et au bois verni. Samuel Ferraz observait la scène, le visage partiellement caché par son chapeau clair à larges bords. Son regard était dépourvu d'émotion, de jugement, juste une attention silencieuse et précise. Contrairement aux autres hommes blancs présents, bruyants, ordinaires, indifférents, il semblait voir quelque chose de plus dans la scène. Pourtant, il restait immobile. Il ne disait rien. Il ne faisait rien. Il regardait simplement. C'est alors que tout se passa trop vite pour que l'esprit puisse l'enregistrer, mais trop lentement pour que le cœur puisse l'oublier. 2 hommes s'approchèrent. L'un tira Ruth par la main, l'autre souleva Léa comme une marchandise légère. Ils promirent du travail, un lit et de la nourriture, et avant que Martha puisse se décider, résister ou comprendre, ses filles étaient emmenées dans des directions opposées. Elle essaya de se relever, de crier, de courir, mais ses jambes cédèrent. Elle retomba à genoux, cette fois muette, cette fois sans force. La poussière de la terre s'insinua sur ses lèvres, ses yeux s'emplirent non seulement de larmes, mais d'absence, ce genre de vide qui résonne même dans le silence de la foule. Et tandis que la poussière s'élevait encore, soulevée par les charrettes qui s'éloignaient, le fermier Samuel tira sur les rênes de son cheval, se retourna lentement et, sans dire un mot, s'éloigna, laissant derrière lui la lente trace du fer à cheval dans la terre et le poids d'un regard que personne ne vit, mais qui allait une fois de plus marquer les destins. La poussière flottait encore dans l'air, tandis que les pas des chevaux s'estompaient sur la route. La foule, qui venait de se rassembler dans les rires et les murmures, se dissipa lentement comme de la fumée. Et Martha resta là, à genoux, sentant la terre lui coller à la peau, comme si elle-même était de l'argile sur le point de s'effriter. Les voix s'éteignirent, mais les noms de ses filles résonnèrent encore en elle, comme un tambour battant sans interruption. Léa, portée par un homme aux mains rudes qui la souleva et la jeta dans le chariot sans se retourner,
se dirigeait vers le nord, presque hors de vue. Ruth, confiée aux mains d'une femme au foulard rouge, était guidée à pied dans le virage qui descendait vers le sud, trébuchant en essayant de ne pas lâcher la poupée de chiffon qu'elle portait dans ses bras. Le chaos de la foire lui semblait désormais un bruit lointain, étouffé par le fracas de sa propre respiration. Elle se releva péniblement, les genoux sales, les yeux humides de douleur et de boue. Elle essaya de courir. D'abord à gauche. Elle s'arrêta. Elle tourna à droite. Elle s'arrêta de nouveau. Ses jambes obéirent, mais sa poitrine ne savait plus où donner de la tête. 2 directions. 2 corps. Un cœur. Un cri s'éleva. « Lia !» Puis un autre. « Ruth !» C'est alors que les premières gouttes commencèrent à tomber. Silencieuses, froides, comme de petites coupures sur la peau. La terre qui avait soulevé la poussière se transforma en boue. Martha fit un pas, puis un autre, essayant d'atteindre la charrette qui disparaissait à l'horizon. Mais la boue céda sous ses pieds, et son corps s'écrasa violemment, s'écrasant au sol comme un vase jeté d'un autel. Le monde sembla lui échapper. Ses mains s'enfoncèrent dans la boue, ses cheveux collèrent à son visage, et le bruit de ses pleurs se mêla à celui de la pluie fine qui commençait à tomber. En haut de la route, là où la brume se confondait avec le ciel couvert, un cheval s'arrêta. Samuel Ferraz s'était éloigné, mais il était de nouveau là, debout, à observer. Il descendit lentement, les bottes fermement enfoncées dans la boue, et fixa simplement le paysage. Martha, levant les yeux, ne vit qu'une silhouette encadrée par la brume et les feuilles mouillées des environs. Un regard échangé, rapide, intense, muet. Elle ne demanda pas d'aide, il ne lui en proposa pas. C'était comme si le temps s'était arrêté, juste pour que cet instant se produise. Et puis, comme il était venu, il fit demi-tour, remonta sur son cheval et s'éloigna sans un regard en arrière. Martha était assise au bord de la route, les yeux fixés sur la bifurcation. Aucune de ses filles n'était visible. Aucun bruit ne subsistait. Seule l'eau qui coulait sur la route et la solitude qui était désormais devenue son seul chemin. Martha marche désormais seule vers la route, ne sachant pas où aller. La pluie avait cessé, mais elle avait laissé derrière elle une traînée de boue qui collait à ses pieds et à son âme. Martha marcha sans but pendant des heures, les vêtements trempés et la peau brûlante, comme si chaque pas la faisait reculer, non pas en avant, mais en arrière, vers des souvenirs qu'elle essayait de ne pas revisiter. Lorsqu'elle atteignit enfin le vieux Quilombo, l'endroit où les rires de ses filles trouvaient encore un espace entre les fissures de la douleur, le paysage lui parut plus désolé que dans ses souvenirs. La hutte de terre, construite de ses propres mains, se blottissait parmi les arbres tordus, comme si elle savait qu'il n'y avait plus rien à protéger. Poussant la porte qui grinça comme si elle refusait de s'ouvrir, elle fut accueillie par un silence si épais qu'il pouvait être coupé par la pensée. L'intérieur était sombre, encore humide de la pluie, et tout semblait avoir été englouti par le temps en son absence. Dans le coin gauche, les traces des petits pieds de Ruth étaient encore gravées au fusain sur le mur, formant des lignes tordues qu'elle appelait les dimensions des rêves. Plus loin, une poupée de chiffon sans bras tomba du toit de chaume comme si elle essayait de sauter, peut-être pour échapper à son absence. Le feu dans le petit âtre de pierre, autrefois allumé chaque matin par Lia, était éteint. Plus de braise, plus de fumée. Seulement la froideur d'une maison désormais orpheline de vie. Martha s'assit sur le sol en terre battue, essayant de raviver la chaleur avec les quelques copeaux de bois restant dans un coin. Mais les brindilles étaient humides et le feu refusait de s'allumer, comme si même la flamme avait lâché. Elle caressa les peaux vides, les vêtements oubliés, les souvenirs plus douloureux que n'importe quelle blessure ouverte. C'est alors que, parmi les chiffons pliés au fond du coffre, elle trouva un morceau bleu foncé, le même qu'elle avait cousu pour la robe de Lia, avec des points de travers et un bouton jaune défait. Le tissu était taché, froissé, et portait en lui le parfum de jours meilleurs, désormais aussi lointain que les filles disparues sur la route. Elle serra le tissu contre sa poitrine, se roula en boule
et pleura comme si le monde s'écroulait en elle. Il n'y avait plus rien à espérer de ce sol, de cet abri, de ce temps. Une seule impulsion commença à monter au plus profond de sa poitrine, au milieu des larmes et des sanglots. Le besoin de partir, de marcher, de chercher, même sans direction, même sans force. Martha décide de partir à la recherche de ses filles, sans savoir où elles se trouvent. Tandis que Martha serrait contre sa poitrine la tache souillée de désir et faisait ses premiers pas sans but, les journées de Lia s'éternisaient dans un paysage différent, marqué par de hautes clôtures, des poulaillers étouffants et une grande maison blanche dont la belle façade contrastait avec le poison qui coulait des fenêtres. La ferme Nogueira était connue pour sa production de lait et d'œufs, mais à l'intérieur, la douceur des champs n'était qu'une façade, un faux décor pour ce qui se passait, loin des regards de toute justice. Lia, à 7 ans, vêtue de la robe mal ajustée qu'on lui avait donnée à son arrivée, comprit vite qu'elle n'était plus la fille de personne. Elle n'avait plus personne à qui s'adresser, plus de nom, plus de voix. Elle passait ses journées à nettoyer les escaliers, à balayer le porche et à servir à manger à des gens qui ne la regardaient même pas dans les yeux. Le soir, c'était toujours elle qui mettait la table pour les maîtres et les quelques domestiques de la grande maison, et même fatiguée, elle s'efforçait de garder le dos droit, car c'était ce que sa mère lui avait appris. Ne pas baisser la tête, même si le monde essaie de l'écraser. Mais ce soir-là, le monde pesait plus lourd que jamais. La salle à manger était silencieuse lorsque le contremaître Vidal, un homme à la peau tannée et aux yeux bridés, laissa délibérément tomber l'assiette de haricots sur le sol fraîchement balayé. Les éclats s'éparpillèrent comme de minuscules pièges, et Lia, surprise, hésitait entre courir et s'excuser pour quelque chose dont elle n'était pas responsable. Vidal se leva lentement en claquant des doigts, comme pour appeler un chien. La jeune fille hésita. Il n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. Un simple geste du menton pointé vers le sol suffisait. Lia s'accroupit, ravalant sa honte, sa peur et son humiliation, ainsi que les restes froids de sa nourriture. Donna Rosigna, assise en bout de table, observait tout avec une expression vide et distante, comme si quelqu'un ne ressentait plus rien, ou peut-être n'avait jamais rien ressenti. Au lieu d'intervenir, il remplit simplement son verre de vin et marmonna quelque chose à propos de discipline dès le plus jeune âge. Lia ne pleura pas. Elle mâcha lentement, essayant de ne pas laisser les éclats la blesser davantage. Lorsqu'elle eut fini, elle se leva en silence et ramassa les fragments de l'assiette de ses petites mains tremblantes. Et en passant devant la fenêtre de la cuisine, son regard chercha quelque chose au-delà, quelque chose de différent de la prison qu'ils appelaient leur foyer. C'est alors qu'elle l'a vu. Dehors, parmi les arbres lointains bordant le chemin de terre, une silhouette à cheval avançait lentement. C'était un homme sur un cheval gris, la posture ferme, un chapeau clair masquant une partie de son visage. L'espace d'un instant, le temps sembla s'être arrêté, comme si le monde intérieur s'était figé et que le monde extérieur respirait. Lia pressa ses mains contre la vitre, les yeux fixés sur cette présence silencieuse. Elle ignorait qui c'était, mais quelque chose en lui donnait envie de courir vers le portail, de crier, d'appeler à l'aide. De l'autre côté, Samuel Ferraz l'a remarqué. Il sentit son regard brûler comme un appel muet, mais son visage resta le même, impassible. Elle ralentit simplement son cheval, observant la maison au loin comme quelqu'un qui porte trop de questions et trop peu de réponses. Puis, tel un souffle incontrôlable, elle reprit son pas, traversant la route en silence, jusqu'à disparaître parmi les arbres sombres. Samuel remarque le regard de la fille, mais continue son chemin. Alors que le cheval de Samuel disparaissait dans l'horizon poussiéreux et que la nuit engloutissait les champs de la ferme Nogueira, la lumière vacillante d'une lampe allumée dans le jardin révéla le visage concentré de Ruth, penchée sur un tissu blanc tendu sur un cadre. Ses petites mains, déjà marquées par des lignes d'effort qui n'appartenaient pas à l'enfance, déplaçaient l'aiguille avec une précision surprenante, comme si, à chaque point, elle brodait non seulement des fleurs, mais aussi des fragments d'espoir. L'espace était exigu, imprégné d'une odeur de savon à la noix de coco et de vieux tissus.
La maison d'Anita, une couturière petite, sérieuse et d'âge moyen, servait d'abri, d'atelier et de salle de punition. Elle avait offert gîte et couvert à Ruth lorsqu'un homme de la ville voisine lui avait donné 2 paquets de fils et de futures faveurs. Ruth ne posa pas de questions. Elle se contenta de coudre. C'était ce qu'elle faisait depuis le premier jour, essayant d'oublier le bruit des pas de sa mère qui s'éloignait derrière elle. Par cet après-midi étouffant, alors que le soleil disparaissait derrière les toits pentus, le pasteur Silas, figure respectée des habitants, apparut à la porte, sa Bible serrée contre sa poitrine et le regard observateur. Il s'approcha de l'établi où Ruth travaillait, suivant les lignes délicates de la broderie représentant des branches, des feuilles et une paire d'ailes déployées. Il loua le talent de la jeune fille comme s'il contemplait une œuvre d'adulte. Mais peu après, sa voix prit un ton plus sévère, plus dur, comme quelqu'un qui en sait plus qu'il ne devrait et moins qu'il ne le pense. « Les jolies filles noires comme ça devraient faire attention, » dit-il, ses paroles empreintes d'un venin déguisé en conseil. « Les jolies métisses finissent par servir le péché. » Ruth marqua une pause. L'aiguille était suspendue en l'air, ses yeux s'emplirent de larmes, mais elle ne répondit pas. Elle baissa simplement les yeux, comme si elle comprenait déjà que le monde la juge non pas à ses actes, mais à ce qu'elle porte sur sa peau. Anita, de l'autre côté de la pièce, fit semblant de ne pas entendre. Elle continua de raccommoder une jambe de pantalon, et lorsque le pasteur lui dit au revoir, elle referma fermement la porte, comme pour empêcher non seulement son visiteur, mais aussi ses paroles. Plus tard, après un dîner simple composé de farine et de thé chaud, Anita appela Ruth dans sa chambre et lui dit, d'une voix sèche, qu'elle devait se coucher tôt. Un homme viendrait le lendemain voir sa broderie. Peut-être serait-ce l'occasion. Peut-être pas. Ruth hocha subtilement la tête, n'osant rien demander. Elle s'allongea sur le matelas fin près de la machine à coudre et, les yeux ouverts dans l'obscurité, broda mentalement le visage de sa mère, essayant de se souvenir de son odeur, de sa voix, de la sensation de la main qui lui avait pressé la nuque avant de s'endormir. Anita envoie Ruth se coucher tôt. Un monsieur viendra voir sa broderie demain. Le matin commençait à peine, et le sol était encore humide de rosée nocturne lorsque Martha atteignit le quartier arrière. Ses pas étaient lents, ses yeux creux, comme si elle avait tant pleuré que même ses larmes semblaient en sèches. Elle ne savait pas par où commencer, mais elle suivit les questions qui la taraudaient. Quelqu'un avait dû voir Ruth. Quelqu'un, quelque part, devait savoir où elle était allée. Le quartier était un enchevêtrement de maisons tordues, de toits percés de fuites et de vêtements tendus entre des cordes à linge qui semblaient suspendus par des promesses. Martha longea des ruelles étroites, croisant des chiens décharnés et des visages qui détournèrent le regard, comme si la souffrance des autres était un miroir dont il fallait se protéger. Arrivée au fond de la vieille église, elle s'assit près d'un banc fissuré et s'effondra silencieusement. Elle pleurait sans pleurer, comme si elle pleurait intérieurement, et le son de ses sanglots se mêlait au sifflement du vent à travers les vitraux brisés. C'est à ce moment-là qu'un garçon surgit d'entre les rochers. Il avait les pieds sales, sa chemise trop grande, et l'air curieux mais sans peur, comme quelqu'un qui en avait vu beaucoup pour son jeune âge. Il s'appelait Zeka. Orphelin depuis toujours, il vivait d'aumônes, de craques et de ce que le temps lui offrait. Voyant Martha là, il ne lui demanda ni qui elle était, ni ce qu'elle faisait. Il s'approcha simplement lentement, sortit un morceau de papier plié de sa poche et le lui tendit de sa main sale. Elle l'a laissé à une certaine Martha. Elle a dit que si quelqu'un venait pleurer, ce serait peut-être sa mère. Martha prit le mot d'une main tremblante. Le papier était taché, l'écriture fragile, comme si chaque lettre avait été dessinée avec le poids de l'épuisement. Ruth y avait écrit « J'aide une femme nommée Anita. Elle me fait broder. Elle est au bout de la rue, près du pont cassé. Je vais bien, maman. Tu me manques. » La réponse était le feu sous la cendre. Martha se redressa, la fureur au corps et la foi au cœur, comme si elle avait retrouvé sa force vitale. Elle le remercia en serrant le garçon dans ses bras et courut à travers les ruelles, guidée par le fil de l'espoir.
Le panier qu'elle portait glissa de son bras et resta vide, symbole de tout ce qu'elle avait perdu jusqu'alors et peut-être de tout ce qu'elle allait retrouver. Arrivée devant la petite maison en bois, avec une pancarte « Couture d'Anita », Martha frappa violemment à la porte, le souffle coupé. Une voisine qui étendait du linge à côté répondit. Elle annonça sans détour que Ruth était partie le matin même. Un homme important, le genre de personne avec son costume amidonné et ses mots acerbes, était venu la chercher et l'emmener dans la ville voisine. Il a dit qu'elle avait du talent, qu'elle méritait un meilleur endroit qu'ici. Le sol sembla se dérober sous les pieds de Martha. Les mains qui s'étaient autrefois agrippées au passage tremblaient maintenant sans but. L'espoir, l'espace d'un instant, sembla se dissiper, mais pas complètement. Il restait un sentier. Il restait une route. Martha décide de suivre le sentier le long de la route à pied. Le soleil commençait déjà à se coucher lorsque Martha s'engagea sur la route, suivant le sentier qui, pensait-elle, menait à la ville voisine. Chaque pas était lourd, chargé non seulement d'épuisement physique, mais aussi de la peur grandissante d'arriver trop tard. La route était étroite, bordée de broussailles sèches et de rochers qui lui faisaient mal aux pieds nus, mais elle continua son chemin, le mot froissé de Ruth, caché dans son poing fermé, comme si c'était la seule boussole capable de la guider. Après des heures de marche, le virage de la route révélait un simple bâtiment en bois avec une vieille enseigne qui grinçait au vent. Vente, carrefour, une odeur de café rassis et de tabac s'échappait par la porte entr'ouverte et des voix graves s'élevaient de l'intérieur. Martha s'approcha lentement, n'osant pas annoncer sa présence et se tint dans l'ombre de l'entrée à l'écoute. À l'intérieur, assis au bord du comptoir, Samuel Ferraz, son chapeau clair posé à côté de lui, le visage partiellement illuminé par le soleil couchant. Il discutait tranquillement avec M. Arlindo, le propriétaire du magasin, un homme à la voix traînante et au regard qui semblait toujours deviner les intentions de ceux qui entraient. « On dit que cette talentueuse métisse a été enlevée plus tôt dans la journée, » murmura Arlindo en remuant un verre de cachaça. « J'ai entendu dire que les politiciens aiment montrer leur valeur en aidant les pauvres. » Samuel fit simplement tourner le verre entre ses doigts, fixant le liquide sans boire. « Elle a un don pour la broderie, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, comme pour confirmer ce qu'il savait déjà. Dehors, le cœur de Martha s'emballa. Ses jambes faiblirent, mais elle trouva la force d'entrer, poussant la porte qui grinça bruyamment, révélant sa présence. Le silence emplit la pièce. Samuel leva les yeux, et pendant un instant qui sembla éternel, le monde se réduisit à son regard et au sien, celui de la mère désespérée et celui de l'homme qui voyait tout sans un mot. Elle essaya de parler, mais sa voix était faible, presque un murmure. « Ma fille, sais-tu, où l'ont-ils emmenée ?» Samuel ne répondit pas. Il la fixa simplement d'un regard indéchiffrable, mêlant compréhension et distance. Puis, sans un mot, il se leva, sortit quelques pièces de sa poche et les déposa sur le comptoir, payant non seulement ce qu'il avait consommé, mais aussi le sac de farine que Seu Arlindo tendit discrètement à Martha. Le geste était silencieux, mais il en disait long sur lui-même. Il remit son chapeau et s'éloigna lentement, laissant derrière lui le craquement du plancher et l'odeur du vieux bois. Martha resta là, respirant profondément, sentant le poids du silence qu'il avait laissé flotter dans l'air. Sans plus attendre, elle saisit le sac de farine comme un bouclier et retourna sur la route. Mais dans sa hâte et sa confusion, elle prit le chemin inverse, persuadée que Ruth s'était trompée de chemin au carrefour. Martha prend la direction opposée de la route, pensant que Ruth a été emmenée de l'autre côté. La nuit tombait avec une lenteur presque cruelle, comme si chaque minute supplémentaire d'obscurité mettait à l'épreuve les limites d'une âme déjà broyée par le temps, la douleur et l'absence. Martha marchait sans savoir, sans direction précise, suivant seulement son instinct défaillant et l'espoir aveugle que Ruth suivait ce chemin poussiéreux qui coupait le monde en deux. Le sac de farine commençait à peser lourd sur ses bras, la force de ses jambes vacillait, et son corps, si petit face à l'immensité du ciel, ne savait plus si elle marchait par amour ou par désespoir. Entre deux villages,
où les arbres ombrageaient même la lune, elle s'arrêta. Non par choix, mais par épuisement. Elle s'assit au bord de la route, adossée à une pierre froide, et sortit du fond de son sac le vieux châle des filles, celui-là même qu'elle portait les jours de grand vent, quand les nuits étaient remplies d'histoires inventées et de rires sourds. Elle s'enroula dans le tissu délavé, respirant le léger parfum d'enfance qui persistait dans le tissu. Là, sous un ciel constellé d'étoiles qui semblait plus proche que n'importe quel autre être humain à cet instant, Martha ferma les yeux. Le silence autour d'elle était si profond que même le battement de son cœur semblait résonner bruyamment. Dans l'obscurité, elle rêvait. Et dans son rêve, elle voyait Ruth et Lia courir parmi les orangers, les cheveux au vent, le sourire aux lèvres, les pieds nus flottant au-dessus du sol. Elle l'appelait, elle lui tendait les mains, elle riait. Mais alors qu'elle tentait de les rejoindre, tout s'écroula. Les filles disparurent comme de la brume, comme de la poussière emportée par un vent étrange. Martha se réveilla en sursaut, le visage humide. Elle ne savait si c'était de larmes ou de rosée. Le ciel était encore sombre, mais l'air portait le sentiment que quelque chose avait changé, qu'elle n'était plus seule. C'est alors qu'il remarqua le papier, un mot froissé, discrètement glissé sous les plis de son châle. Ses mains tremblantes l'ouvrirent avec précaution, et là, d'une écriture ferme et simple, se trouvait une phrase unique. « N'abandonne pas ». Elle n'avait pas besoin de demander qui l'avait laissé. Elle le savait. Samuel Ferraz avait été là, silencieux comme toujours, presque invisible, mais attentif comme quelqu'un qui porte les souvenirs des autres sur ses épaules. Il n'avait rien dit, ne l'avait pas réveillé, n'avait rien demandé en retour. Il lui avait simplement donné ce qu'il pouvait. Une phrase, une direction invisible, une étincelle de foi. Martha se leva lentement. Son corps était encore douloureux, mais quelque chose de nouveau perçait dans sa poitrine, une vague certitude. Elle ramassa son châle, secoua la poussière et ajusta son sac sur ses épaules. Le retour au magasin serait long, mais elle y parviendrait. Cette fois, avec la ferme intention de demander, d'exiger, d'écouter sans crainte. Elle décide de retourner au magasin et de demander de vraies informations. Tandis que Martha revenait au magasin d'un pas déterminé, l'âme en feu, dans une autre partie de ce monde divisé, le temps s'écoulait à toute vitesse le long des jambes d'une fille trop petite pour supporter tant de peur. Lia s'enfuit. Elle courut pieds nus dans les hautes herbes, les chevilles écorchées, sa robe déchirée en lambeaux. Le ciel s'assombrit derrière les lourds nuages et la voix du contremaître Vidal résonna derrière elle comme un tonnerre sec et étouffé qui menaçait de tout engloutir. Elle ne savait pas où elle allait, seulement qu'elle devait quitter la ferme. Les coups de la veille lui faisaient encore mal aux os, et le regard froid et immobile de Donna Rosigna lui disait que rien ne changerait. Elle attendait l'aube. Elle attendait le silence. Elle attendait le moment où la peur se transformerait en courage. Et puis elle courut. Elle atteignit le pont de bois sur le Barreiro, le cœur battant. La vieille structure craquait sous ses pieds, chaque planche semblant protester contre sa hâte. Le courant de la rivière en contrebas rugissait comme un animal qui s'éveille. Lia s'arrêta au milieu du pont, respirant comme si elle ravalait son propre cri, mais elle n'eut pas le temps de réfléchir. Vidal était derrière elle. Il apparut comme une ombre maudite, le visage sévère, les mains telles des griffes prêtes au châtiment. Lia tenta de courir à nouveau, mais son bras était plus rapide. Il la saisit par l'épaule, la souleva comme si elle n'était rien, et d'un geste brutal, sans prévenir, la poussa par-dessus bord du pont. Le monde s'est transformé en eau. Lia tomba. Son corps tournoya dans les airs, son cri s'éteignant avant d'atteindre sa gorge. L'eau glacée l'engloutit tout entière, tournoyant, l'entraînant, l'attirant vers le bas comme des mains invisibles qui refusaient de la lâcher. Sa robe gonflée devint une ancre. Ses jambes heurtèrent les rochers. Et puis, plus rien. À la ferme, des heures plus tard, Vidal s'essuya les mains et expliqua aux autres que la fille s'était enfuie. Elle a filé comme une folle.
Elle a dû se perdre dans les bois. Personne ne l'interrogea. Personne ne la chercha. Ici, une fille de moins n'était pas nécessaire. Un pêcheur trouve Lia inconsciente sur les rives et l'emmène au village de Lagoa Fria. La rivière qui emportait Lia ne l'engloutit pas complètement. Comme si la nature elle-même, complice de destins plus grands, avait décidé de l'épargner, le courant la poussa vers un méandre paisible du Barreiro où les eaux perdirent de leur force et la vase forma une petite crique. C'est là, parmi les racines humides et les feuilles flottantes, que Pedro la trouva. Un vieil homme aux mains épaisses et à l'air las, qui vivait de la pêche et des marées imprévisibles de la Lagoa Fria. Voyant ce petit corps immobile parmi les branches, Pedro ne cria pas. Il se contenta de patauger dans l'eau, de la sortir délicatement et de la déposer sur la berge comme s'il laissait tomber une petite fille perdue. Puis il l'enveloppa dans une couverture et la porta dans ses bras jusqu'à la simple maison où il vivait avec Amara, sa femme. Une femme à la voix douce et aux prières douces, habituée à accueillir ce que la rivière lui rendait. Pendant 2 jours, Lia resta inconsciente, prise entre fièvre et silence. Lorsqu'elle ouvrit les yeux pour la première fois, Amara s'approcha avec un linge humide et un bol de porridge. Mais la jeune fille ne dit rien, pas un nom, pas même d'où elle venait. Elle regarda simplement autour d'elle avec le vide de quelqu'un qui se demande si elle est encore en vie. Le traumatisme de la chute, et peut-être tout ce qui l'avait précédé, effaça plus que des souvenirs. Il effaça son identité même. Amara commença à l'appeler Menininha, non par méchanceté, mais par gentillesse. Elle disait que jusqu'à ce que son nom lui revienne, elle pourrait être juste cela, une fille ressuscitée. Pedro, entre 2 parties de pêche, redressait les tuiles du toit, préparait un coin rien que pour elle, improvisait un lit près de la fenêtre, d'où elle pouvait voir la rivière, cette même rivière qui avait failli la prendre et qui semblait maintenant veiller sur ses rêves. C'était par un après-midi calme que les sabots d'un cheval résonnèrent dans le village. Samuel Ferraz arriva comme d'habitude, silencieux, chapeau bas, la posture droite. Il s'arrêta devant la boutique, entendit des murmures au sujet d'une fille que la rivière avait recrachée et continua sa route jusqu'à la maison du pêcheur. En regardant par la fenêtre, il vit les yeux. Même sans nom, sans voix, sans trace, il les reconnut. C'étaient les mêmes yeux que la fille de la ferme, ceux qui avaient crié à l'aide à travers la vitre sale de la cuisine. Il leur demande de bien prendre soin d'elle et laisse des pièces sur la fenêtre. La brise matinale soufflait doucement sur Lagoa Fria, agitant lentement les hautes feuilles qui entouraient la modeste demeure de Pedro et Amara. La rivière, silencieuse comme consciente de son action, coulait doucement, contrastant avec le tourbillon qui avait failli lui coûter une vie. À l'intérieur de la petite maison, Lia marchait pieds nus, foulant le parquet d'un pas silencieux, comme si elle craignait de briser le monde qui l'entourait. Elle refusait toujours de dire son nom. Elle ne répondait à aucun. Elle ne pleurait pas. Elle ne souriait même pas. Son regard, attentif et distant, restait fixé sur la rivière, comme s'il attendait que quelque chose ou quelqu'un surgisse des eaux et la ramène à ce dont elle ne se souvenait plus. Amara fit ce qu'elle put. Elle lui montra des bouts de tissu, des images de fleurs, des berceuses. Elle appela différents noms, Maria, Anna, Rosa, essayant en vain d'allumer une étincelle. Mais la jeune fille se contentait d'incliner légèrement la tête et de regarder par la fenêtre. Le temps semblait filer autour d'elle. Pedro, homme de peu de mots, respectait le silence de la jeune fille comme une prière. Il savait que certaines douleurs ne guérissent que d'elles-mêmes. C'est pourquoi, chaque après-midi, il s'asseyait dehors pour réparer des filets ou aiguiser des hameçons, sans rien dire, mais lui laissant toujours la parole quand elle le souhaitait. Cet après-midi-là, alors que le ciel se dorait et qu'une odeur de poisson grillé flottait par la fente de la porte, quelque chose passa inaperçu aux yeux des habitants de la maison. Un cavalier s'arrêta à quelques mètres, caché dans la végétation. Samuel Ferraz, de nouveau silencieux, observait de loin. Il observait la jeune fille avec des yeux qui voyaient au-delà de son corps.
Il sentait le poids qu'elle portait sur ses petites épaules et le vide derrière son regard fixe. Il n'osa pas s'approcher. Pas encore. Il descendit simplement de cheval, marcha jusqu'à un arbre entre la cour et la rivière et attacha soigneusement un petit ruban bleu à l'une des branches basses. C'était un vieux ruban, fait d'un tissu simple, mais il était presque identique au morceau que Martha serrait contre sa poitrine, la même robe cousue avec amour avant que tout ne s'effondre. Après avoir fait cela, Samuel quitta la maison sans être vu, comme il le faisait toujours. Samuel laisse discrètement un ruban bleu attaché à l'arbre près de la maison. Le lendemain matin, tandis que la rosée dégoulinait encore des feuilles et que les oiseaux répétaient leur premier chant, Lia marchait seule dans la cour, comme elle le faisait depuis son arrivée. Les pieds dans la terre froide, les doigts couverts de poussière, les mains occupées à manipuler des pierres et de fines brindilles, elle poursuivait son rituel de jeu en silence, créant des motifs informes et des traces invisibles sur le sol. C'est alors que son regard s'arrêta. Sur la branche basse d'un arbre tortueux, quelque chose de bleu ondulait au vent. Elle s'approcha lentement, comme si elle craignait que le vent n'emporte ce qui était presque perdu. Elle toucha le ruban du bout des doigts, et à cet instant, une avalanche d'images floues traversa son esprit. Une robe bleu pâle, cousue par des mains douces, l'odeur du bois qui brûlait dans un poêle en terre cuite, 2 petites mains jointes, et au fond, comme un écho venu du plus profond de son âme, une voix douce, ferme, lointaine, qui l'appelait « Lia! Viens, Lia !» Le monde sembla s'arrêter. Les arbres cessèrent de se balancer. La rivière toute proche perdit son murmure. Et lorsqu'Amara apparut sur le seuil, s'essuyant les mains sur son tablier et appelant doucement « Petite fille, viens te laver les mains !» La réponse ne fut pas un cri, mais un murmure arraché de l'intérieur, fragile et tremblant, presque un souffle interrompu. « Je m'appelle Lia. » Le nom lui échappa sans effort, comme s'il avait été caché dans un lieu secret et avait enfin trouvé une issue. Lia toucha sa poitrine du creux de la main, confirmant, avec étonnement et tendresse, la redécouverte de qui elle était. Amara resta immobile un instant. Ses yeux se remplirent de larmes. Puis elle courut, sans un mot, vers Pedro, comme si elle apportait la meilleure nouvelle du monde. Et, un peu plus loin, parmi les arbres qui bordèrent la rivière, Samuel observait. Il observait la scène de loin, sans s'approcher. Il vit la jeune fille toucher le ruban, murmurer son nom, se retrouver. Et il sut, au fond de lui-même, qu'il avait déjà accompli une partie de ce qu'il devait faire. Maintenant, il était temps de passer à autre chose. Samuel observe discrètement de loin. Il décide de partir et d'enquêter sur le sort de son autre fille, Ruth. Tandis que le cheval de Samuel traversait les champs à la recherche de nouvelles pistes, guidé seulement par le silence et les souvenirs des filles, dans une autre ville, entre des murs vernis et des sols qui résonnaient des pas, avec une élégance répétée, Ruth vivait comme quelqu'un qui survit les yeux ouverts, voyant tout, mais incapable de rien dire. La maison du couple Lisboa était vaste, avec des meubles anciens, de lourds rideaux et des tableaux de saints ornant chaque mur. À l'intérieur, Ruth n'avait ni faim ni froid. Elle portait des vêtements propres, mangeait 3 fois par jour et dormait dans un lit au drap blanc. Mais l'attention, là-bas, avait un autre nom, le contrôle. À chaque geste, à chaque point de broderie qu'elle maîtrisait à la perfection, elle se sentait moins enfantine et plus comme un objet, une petite œuvre fragile façonnée selon les goûts de ses propriétaires. Álvaro Lisboa, un homme à la voix douce et au regard froid, louait sa délicatesse avec effusion. Chaque fois qu'il la croisait, il laissait ses doigts effleurer son épaule ou ses cheveux, sous prétexte de la guider. Il souriait, mais ses yeux parlaient un autre langage. Un langage que Ruth ne comprenait pas entièrement, mais que son corps redoutait instinctivement. Neuza, sa femme, était comme un mur de glace, rigide, autoritaire et impassible. Elle corrigeait Ruth en silence, la surveillait à chaque pas
et lui interdisait tout contact avec le monde extérieur. Un soir, alors qu'elle cousait seule dans l'atelier de broderie, Ruth entendit des murmures provenant du couloir. Elle s'approcha de la porte, s'appuyant prudemment contre le bois. Alvaro parlait à Neuza de emmener la jeune fille à la capitale, où elle serait bien traitée. Neuza semblait hésitant, mais son ton était catégorique. La capitale. Qu'est-ce que cela signifiait? Être vendue? Être rejetée à jamais? Un frisson parcourut l'échine de Ruth comme une lame. Le sentiment d'emprisonnement, auparavant diffus, prenait alors forme. Elle ne pouvait plus rester là. Pendant la nuit, Ruth entend à travers la fente de la porte des conversations sur le fait de l'envoyer dans la capitale. Ruth tente de s'échapper pour la première fois, mais est arrêtée par Neuza. Samuel, dans une autre ville, entend des rumeurs concernant une jeune brodeuse dans un environnement suspect, tandis que la nuit enveloppait la ville voisine d'un voile d'incertitude et que Ruth, retenue par des mains froides et des regards calculateurs, tentait d'échapper à son destin. Samuel suivait les sentiers de terre qui reliaient de petites villes oubliées par le temps. Le silence l'accompagnait tel un vieil ami, et la seule chose qui le guidait était l'appréhension. Le genre de sentiment inexplicable, mais impossible à ignorer. Sur une colline aride, d'où l'on apercevait la route serpentant entre les collines, la silhouette d'une église abandonnée apparut. Le toit était pentu, les fenêtres brisées et la cloche entr'ouverte. Samuel descendit lentement de cheval, attachant les rênes à un arbre solitaire. L'intérieur de l'église sentait le moisi et le vieux bois, mais il y avait encore des bancs robustes et des cierges consumés sur l'autel. Il s'assit au fond, silencieux, n'écoutant que le bruissement du vent à travers les vitraux brisés. Peu après, un prêtre à la retraite émergea de la petite annexe voisine, un homme mince à la barbe blanche et au visage marqué par les années. Samuel ne dit pas qui il était, se contentant d'un léger hochement de tête. Ils parlèrent brièvement, comme deux hommes qui comprennent que les mots les plus importants sont ceux qui ne sont pas prononcés. Entre deux gorgées d'eau et un café tiède, le prêtre commenta avec tristesse les enfants du quartier qui disparaissaient avec la promesse d'une vie meilleure. Des filles emmenées par des inconnus dans de bons foyers où elles apprenaient à broder, à coudre et à chanter, mais on les revoyait rarement. Puis un troisième personnage apparut, un vagabond, l'œil attentif et la voix basse, écoutant la conversation depuis le coin du mur. Avec le naturel de quelqu'un qui en sait plus qu'il ne devrait, il commenta. Il y a une maison dans la ville voisine, grande, riche. Un homme politique y habite. On dit qu'il s'occupe d'une jeune fille qui brode comme un ange. Les fleurs qu'elle dessine semblent vivantes. Le cœur de Samuel battait plus fort. Il ne posa plus de questions. Il se contenta de se lever, de serrer respectueusement la main du prêtre et de partir, l'air déterminé. La description de la broderie, les fleurs éclatantes, la jeune fille silencieuse, c'était Ruth. Samuel décide de suivre immédiatement la piste, sentant qu'il est sur le point de la trouver. Le cheval de Samuel filait sur la route, soulevant la poussière tandis que les arbres passaient comme des ombres sur les côtés. À l'intérieur de la maison d'Alvaro Lisboa, Ruth cousait comme si sa vie ne tenait qu'à un fil. Après sa tentative d'évasion ratée et la punition silencieuse de Neuza, 3 jours sans quitter sa chambre, à coudre sans interruption, la jeune fille comprit que si elle voulait s'enfuir, elle devait trouver un moyen de se faire entendre sans faire de bruit. En ce matin étouffant, assise à la table, les tissus pliés et les pelotes de fil empilées à côté d'elle, Ruth fixait le métier à broder en bois comme si c'était sa seule échappatoire. Ses mains bougeaient avec légèreté, dessinant des fleurs aux teintes douces sur le lin blanc. Mais son regard était fixé sur un projet qui dépassait la beauté. Parmi les branches brodées, elle se mit à cacher des lettres. Petites, presque imperceptibles à première vue, mais réelles. Des lettres qui formaient des mots, et des mots qui appelaient à l'aide. Elle cousait lentement, comme si elle dessinait un secret entre les pétales. « Je suis Ruth, sortez-moi d'ici. » Le travail lui prit 2 après-midi entiers, mêlant prudence et peur d'être surprise. À chaque point,
Elle entendait des pas dans le couloir et cachait le métier à broder sous le lit. Lorsqu'elle eut enfin terminé, le cœur battant, elle plia le tissu et le fusionna avec les autres pièces de broderie qui seraient présentées à une exposition publique organisée par l'élite locale. Fière, Neuza avait décidé de mettre en valeur les talents qu'elle cultivait et Ruth savait que c'était sa seule chance. Le lendemain, lorsqu'elle vit la boîte de chiffon emportée par un ouvrier, Ruth ne pleura pas. Elle regarda simplement par la fenêtre et répéta silencieusement le nom qui résonnait encore en elle. Le nom de sa mère, celui de sa sœur, le nom d'une vie qui existait encore quelque part. Elle place le tissu parmi les œuvres destinées à l'exposition publique qui aura lieu dans 2 jours. Samuel arrive en ville le jour de l'exposition et voit la broderie accrochée. La ville était en effervescence à l'arrivée de l'exposition. Les rues du centre-ville avaient été décorées de bannières discrètes et de compositions florales au coin des rues. La galerie d'artisanat, installée dans un ancien hôtel particulier restauré pour les événements mondains, vibrait de la présence de dames poudrées, de politiciens souriants et de regards vides qui glissaient sur les tables comme pour évaluer la marchandise. Samuel Ferraz, vêtu simplement et le dos droit, traversa la salle comme s'il ne devait rien à personne. Il entra discrètement, marchant calmement parmi les exposants, feignant d'observer tissus, dentelles et courtes pointes. Mais son regard ne cherchait pas la beauté, il cherchait la vérité. Et puis ça s'est arrêté. Sur une table en bois sombre, parmi des nappes pliées et brodées, bordées d'étiquettes blanches, se trouvait une nappe qui ne brillait pas plus que les autres, mais qui vibrait différemment. C'était du lin blanc, brodé avec une délicatesse chirurgicale, avec des fleurs au ton rose et lavande cousues en lignes subtiles. Mais parmi elles, camouflées comme des feuilles, se trouvaient de minuscules lettres. Samuel se pencha. Il lut, le regard fixe et la poitrine serrée, « Je suis Ruth. Sortez-moi d'ici. » Le monde semblait tourner lentement. Les voix autour de lui s'estompèrent. Sa main effleura le tissu, comme si elle touchait la peau de quelqu'un qu'il croyait avoir perdu à jamais. Et là, à ce moment précis, entre supplication et espoir, il sut qu'il était arrivé à temps. Sans attirer l'attention sur lui, il a fait l'éloge de l'œuvre à la commissaire de l'exposition, une femme en robe sombre avec un air important, et a demandé, comme quelqu'un qui investit dans des promesses artistiques, « Qui est l'auteur de cette broderie ?» La femme hésita. Elle consulta la liste. Elle dit qu'elle appartenait à une protégée de Madame Neuza Lisboa, une jeune fille talentueuse, mais trop timide pour assister à l'exposition. On la préparait peut-être à aller étudier dans la capitale ou à quelque chose de plus important, dit-elle. Samuel hocha la tête en guise de remerciement et partit sans se presser, mais son cœur brûlait d'impatience. Désormais, chaque pas serait mesuré. Il savait qu'il devait agir avec précision et rapidité. Il découvre que l'enfant vit dans la maison d'Alvaro Lisboa et qu'il était tenu hors de vue à cause de sa timidité. Le lendemain matin arriva sous un ciel lourd, les nuages bas semblant observer silencieusement ce qui allait se passer. Samuel Ferraz, le regard plus fixe que jamais, gravit calmement les marches menant au porche de la maison d'Alvaro Lisboa, sans chapeau, sans hâte, portant seulement un petit paquet de chutes de tissu. Il se faisait passer pour un investisseur, un admirateur du talent du jeune brodeur qui, selon la rumeur, était un trésor en devenir. Alvaro ouvrit la porte avec un sourire poli, même si son regard scruta Samuel avec une suspicion immédiate. Il portait un gilet en lin, tenait un journal et utilisait ce ton qui dissimulait le mépris sous une cordialité. Samuel se présenta comme un acheteur désireux de soutenir les jeunes talents. Il dit avoir vu la broderie à l'exposition et avoir été impressionné. Alvaro, méfiant mais intrigué par le potentiel de profit et de prestige, l'invita à entrer. L'intérieur de la maison était encore plus froid que la façade. La décoration richement décorée contrastait avec la rigidité de l'air. Neuza apparut peu après, le regard alerte comme celui d'un animal flairant le danger. Lorsque Samuel demanda à rencontrer la jeune fille qui avait cousu ses fleurs si vives, elle hésita.
Il inventa une histoire. La jeune fille était malade, fiévreuse, qu'elle avait besoin de repos, qu'elle était très timide. À l'étage, derrière l'escalier de fer, Ruth entendit tout. Elle reconnut cette voix grave et contenue, cette façon de parler qui touchait sans toucher. Il descendit en silence, pieds nus sur le sol. Il s'approcha du bord du couloir et, par l'entrebâillement de la porte, vit l'homme debout dans le salon. Et je sus. Je ne connaissais pas son nom, mais je savais que c'était lui. L'homme aux yeux calmes, le chevalier à la fenêtre, le nœud bleu. Samuel, avec un instinct aiguisé, sentit sa présence avant même de la voir. Il détourna discrètement le regard et, à travers une fente, croisa le regard de Ruth. L'espace d'un instant, le temps s'arrêta. Il la vit. Elle était vivante, et il ne la laisserait plus disparaître. Il maîtrisa ses émotions. Il mit fin à la conversation comme si de rien n'était. Il les remercia de leur hospitalité et, avant de partir, remit discrètement à Neuza un mot cacheté de sa main ferme. « Je reviendrai avec des propositions. » Samuel recherche l'aide des autorités locales de confiance. En quittant la maison d'Alvaro Lisboa, Samuel ne se retourna pas. Il enfourcha son cheval avec la fermeté de quelqu'un qui savait ce qu'il fallait faire et se dirigea vers le commissariat de police, où les murs étaient hauts et les regards baissés. Il entra sans tambour ni trompette, mais avec le poids d'une histoire coincée dans la gorge. Il demanda à parler au chef de la police et refusa. Quelques minutes plus tard, il était assis devant un homme d'âge moyen, à l'expression fatiguée mais ferme, et une jeune assistante sociale à l'air attentif, prénommée Clara. Samuel parla peu. Il fut direct. Il sortit de sa poche la broderie contenant la demande cachée parmi les fleurs et la posa sur la table. Il décrivit ensuite la maison, le couple, l'absence d'autorisation légale, l'isolement de la jeune fille, l'exposition publique qui mettait en valeur son talent et la tentative de envoi vers la capitale. Le chef de la police, suffisamment expérimenté pour discerner la vérité derrière les silences, écouta attentivement. Clara examina la broderie, les yeux embués de larmes. Elle savait qu'aucune enfant de 9 ans n'aurait pu formuler une telle plainte toute seule, et encore moins la cacher parmi les fleurs avec autant de douleur et de délicatesse. En quelques minutes, la justice commença à tourner. Le lendemain matin, sans sirène ni fanfare, une petite équipe fut dépêchée au domicile des Lisboa. Samuel attendait dehors, chapeau baissé, mains serrées, le cœur battant. Le portail s'ouvrit. Neuza protesta. Alvaro tenta de la séduire. Mais les ordres étaient clairs. Ruth fut retrouvée dans l'atelier de couture, son sac à dos bouclé, comme si elle savait déjà. Voyant Samuel parmi les officiers, elle ne sourit pas et ne courut pas. Elle s'approcha simplement de lui et lui prit la main. C'était la première fois que sa peau touchait la sienne, et cela lui suffisait. Samuel voyage avec Ruth à Lagoa Fria pour réunir les deux sœurs. La route vers Lagoa Fria parut plus longue cette fois. Non pas à cause de la distance, mais à cause du poids émotionnel que Samuel portait à ses côtés. Ruth, assise sur le dos du cheval, s'accrochait fermement à sa taille, comme si elle craignait qu'un simple coup du sort ne l'arrache à nouveau à tout. En arrière-plan, les collines striment le ciel gris et le silence entre eux était profond, respectueux, chargé de tout ce qui n'avait pas besoin d'être dit. Quand le village apparut à l'horizon, Lia était dans le jardin de Pedro, aidant Amara à étendre du linge propre sur la corde à linge. Son visage avait changé. Ses yeux, autrefois ternes, brillaient maintenant d'une étincelle timide. Sa voix, auparavant inexistante, s'échappait désormais en mots doux, et ses pieds se laissaient déjà aller à la course, quoique lentement. Elle entendit les sabots avant de les voir. Elle se retourna lentement, et puis elle les vit. Le cheval s'approcha comme dans un rêve. Sur lui, 2 silhouettes, l'une qu'elle reconnut immédiatement, et l'autre, les cheveux attachés en arrière et le regard toujours effrayé, mais insensible. Sa sœur, Ruth. Lia n'attendit pas. Elle laissa tomber les chiffons, courut pieds nus dans l'herbe mouillée
et traversa la cour comme un éclair de mémoire. Lorsque Ruth descendit de cheval, l'étreinte eut lieu avant même le premier « bonjour ». Elles s'accrochèrent l'une à l'autre comme si elles essayaient de recoller les morceaux d'une vie. Elles pleurèrent, elles sourirent. Et elles rirent à travers leurs larmes, comme seules deux sœurs ayant survécu à la séparation peuvent le faire. Pedro et Amara observèrent la scène depuis le balcon, en silence, les mains jointes, les yeux remplis de larmes. Ils savaient qu'ils assistaient à un miracle. Pas celui qui tombe du ciel, mais celui qui se construit avec l'endurance, la patience et la foi de ceux qui marchent en silence. Samuel se tenait plus loin, adossé à un arbre, son chapeau à la main. Il ne s'approcha pas. Il se contenta d'observer. Il savait que ce moment n'était pas le sien. Son rôle était presque terminé. Presque. Martha, qui est toujours sur la route, reçoit la nouvelle qu'une fille décrivant deux filles a été vue à proximité. Le matin se leva, parfumé de fruits frais et de pain cuit au feu de bois. C'était jour de marché à Lagoa Fria. La place centrale vibrait de couleurs, de paniers pleins, de conversations entrecoupées et de gens des villages voisins. Au milieu des pas pressés, une femme au regard insistant marchait entre les étals, portée par un courage ancestral et un désir qui traînait comme une ombre. Martha. Ses pieds étaient marqués par la route, son visage brûlé par le soleil et sa robe usée par les nuits blanches. Pourtant, elle ne tremblait pas. Elle croisait chaque visage, chaque enfant, chaque coin de rue, demandant « Tu as vu ? Deux filles. L'une s'appelle Léa, l'autre Ruth. » La plupart l'ignoraient. Mais une femme aux tresses blanches, vendant du fromage sous un auvent tordu, leva les yeux, surprise. Elle reconnut la description. Les deux filles, oui. Elles brodaient. Elles vivaient avec un pêcheur et sa femme. Et elles étaient là, quelque part sur la place. Sans réfléchir, la femme quitta l'étal et courut vers la maison de Pedro. La nouvelle, comme c'est souvent le cas dans les foires, se répandit en quelques secondes. Les gens commencèrent à se rassembler autour, chuchotant. Samuel, qui avait emmené les filles se promener parmi les étals ce jour-là, entendit le vacarme et se dirigea vers la place, méfiant. C'est à ce moment-là que tout s'est arrêté. Ruth et Lia se tenèrent près d'un étal de tissu. Lorsqu'elles levèrent les yeux, elles aperçurent une silhouette que leur cœur n'avait jamais oubliée. Le regard de Martha croisa le leur. Le temps suspendit le son, l'air et les mots. L'espace d'un instant, rien n'existait, si ce n'est ces inévitables retrouvailles entre trois âmes brisées qui, par miracle ou par obstination, s'étaient retrouvées. Les filles coururent. Martha tomba à genoux avant même de pouvoir les atteindre. Ses bras s'ouvrirent grands, avec la force d'une vie maîtrisée. L'étreinte était larmoyante, serrée, tremblante, non pas comme si elles étaient redevenues elles-mêmes, mais comme si, pour la première fois, elles étaient devenues entières. Samuel resta en retrait. Il n'intervint pas. Il ne dit rien. Mais cette fois, il sourit. Pour la première fois. Avec légèreté. Avec paix. Martha le vit. Elle se leva, les mains toujours jointes à celles de ses filles, et s'avança vers lui. Elle ne posa pas de questions. Elle n'en avait pas besoin. Elle le regarda simplement dans les yeux et, d'un geste silencieux, le remercia de tout son cœur. Samuel toucha son chapeau et monta lentement à cheval. Avant de partir, il entendit les cris des enfants résonner entre les tentes, pleins de vie, de gratitude et d'appartenance. « Jeune homme, attendez. La vie ne nous donne pas toujours des réponses rapides. Parfois, elle nous donne le silence. Cela nous sépare de ceux que nous aimons. Cela nous jette sur des chemins sombres, pleins d'injustice, de préjugés et d'abandon. Mais comme nous l'avons vu dans cette histoire, même lorsque tout semble perdu, le destin trouve un moyen. La foi silencieuse d'une mère, le courage silencieux de deux filles et la compassion silencieuse d'un homme improbable se sont réunis pour montrer qu'aucune douleur n'est vaine lorsqu'il y a un amour persistant. Cette histoire ne parle pas seulement de retrouvailles. Il s'agit de la valeur de ceux qui n'abandonnent pas.
Il s'agit du miracle de ceux qui observent en silence et agissent au bon moment. Si cette histoire vous a ému, si à un moment donné, vous vous souvenez de quelqu'un qui a également combattu en silence, commentez ci-dessous avec le mot « réunion ». De cette façon, je saurai que vous avez ressenti, comme moi, la puissance de ce voyage. C'est clair. Abonnez-vous à la chaîne de continuer à suivre des histoires qui touchent le cœur et réveillent ce qu'il y a de plus humain en nous. Votre commentaire, votre like, votre présence ici, c'est ce qui fait vivre cette mission. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Et que la vie trouve toujours un moyen de rassembler ce que le monde a essayé de séparer.